Bonsoir. Pour cette première émission de Studio Lacan, que vous retrouverez le samedi sur Lacan Web Télévision, nous sommes heureux de vous présenter le programme. Claude Habib est aujourd'hui avec nous pour nous parler de son dernier livre, La question trans, paru chez Gallimard et qui prendra place dans un instant sur notre divan dans le monde. Alice Delarue nous rejoindra plus tard pour se faire l'écho de la culture. Et enfin, Christiane Alberti viendra nous parler de l'actualité de la psychanalyse. Mais pour l'heure, nous retrouvons donc Claude Habib. Cher Claude Habib, Anaëlle Leibovitz-Kenéen le disait à l'instant, vous êtes l'auteur de La question trans. Vous êtes aussi professeur émérite à l'université Sorbonne Nouvelle. Vous avez publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels, en dernier lieu, Le goût de la vie commune et Comment peut-on être tolérant ? Pour commencer, qu'avez-vous repéré dans l'émergence dans la société d'aujourd'hui du discours trans comme discours militant qui vous a poussé à écrire ce livre? Quelles questions ça a fait émerger pour vous? Il y a eu toute une série d'œuvres de cinéma, de littérature qui s'appelait « Fille » pour un film, « Petite fille » pour un autre film, « Fille » pour un roman d'Éric Marty, et tous parlaient de garçons biologiques qui étaient en transition. Donc il y avait cette étrangeté où le terme fille commençait à être monopolisé et en même temps on voyait l'émergence de trans dans la mode, un peu partout, et ça allait avec l'expansion de cette cancel culture, comme on dit, culture de l'annulation, où de plus en plus de gens étaient intimidés ou harcelés, même plus gravement. Dès qu'on prenait position, c'est arrivé par exemple à Elisabeth Roudinesco, dès qu'on prenait position contre ou qu'on s'opposait à la totale indistinction entre femmes trans et femmes, il y avait des réactions violentes. Des femmes ont perdu leur travail parce que elles tweetaient qu'une femme trans n'est pas une femme. C'est arrivé à une fiscaliste, Maya Forstater, en Angleterre. C'est arrivé récemment à Kathleen Stock, qui était une professeure d'esthétique, de philosophie esthétique à l'université de Sussex, qui a dû abandonner son poste. Donc on voit des réactions vraiment violentes contre tout effort pour tracer des distinctions. Alors, moi je n'ai rien à perdre, je suis émérite comme vous le disiez, ça ne me dérange pas de m'exposer. Et réellement, ce n'est pas seulement une question de définition abstraite, c'est aussi une question d'invasion des espaces féminins, et ça a bien une dizaine d'années, puisque ça commence par la question des toilettes qu'il faut dégenrer aux États-Unis. Donc c'est sous Obama, c'est pas sous Trump. Il y a une dizaine d'années. Et après les toilettes, eh bien, ce sont les dortoirs, ce sont les douches, ce sont les refuges pour femmes battues et refuges pour femmes violées, tous ces endroits qui devraient accepter l'entrisme de femmes trans, comme si le fait d'entrer dans ces espaces était une validation de leur identité nouvellement acquise. Alors là, bien entendu, il y a des questions de sécurité pour les femmes, et je me rallie à celles qu'on nomme de manière injurieuse TERF, pour Trans Exclusionary Radical Feminist, c'est-à-dire
féministes, je dirais, à l'ancienne, hein, féministes qui veulent l'égalité pour les femmes, l'égalité d'opportunités, de salaire, mais qui ne vont pas jusqu'à admettre cette nouvelle revendication, à savoir que les femmes trans seraient plus femmes encore qu'elles, puisqu'elles seraient des victimes par excellence, les femmes étant soumises à toutes les avanies que supportent les femmes, plus le fait de ne pas être reconnues comme des femmes. Bon, donc elles seraient des femmes au carré, si vous voulez. Bon, cette nouvelle revendication me paraît infondée, illégitime et méritant une résistance. Et alors, subjectivement, sur quel point, à quel moment, au fond, votre tolérance trouve une limite? Est-ce que vous vous souvenez d'un point, d'un épisode à partir duquel vous vous dites qu'en effet, là, vous souhaitez écrire ce livre parce que intimement, vous êtes touché par ce phénomène dont vous parlez dans votre livre? Non, j'étais relativement protégée. J'étais pas personnellement touchée par le phénomène. C'est pas si personnel que ça. Et c'est en écrivant et en trouvant tous ces matériaux que j'ai été sans doute radicalisée. Je veux dire que quand j'ai lu que un type qui avait commis des crimes sexuels demande à faire une transition et est accepté dans une prison de femmes et viole une codétenue, alors quand on est devant un phénomène de ce genre, on se dit qu'est-ce qu'une féministe peut dire? Une féministe est, à mon avis, forcément pour la femme violée. Mais non, il y a un néo-féminisme qui dit il est très important de respecter les droits de cette femme trans et de l'appeler elle au procès et de dire qu'elle a harcelé avec son pénis féminin, comme maintenant il est requis de dire bon, ce sont des aberrations. Et à chaque fois on vous dit c'est anecdotique, mais ce n'est pas anecdotique. Il y a déjà une douzaine de cas répertoriés. Et c'est très grave. Oui, parce que vous opérez une distinction qui est importante, qu'il faut repérer dans la société aujourd'hui. Il y a un aspect déclaratif du trans. Il n'y a pas que des trans qui ont recours à la chirurgie. Il y a trans par pure déclaration. Alors oui, c'est cela. Quand on dit qu'on est passé de 0,1% de la population à 2% de la population aux États-Unis et que c'est encore plus dans les jeunes générations, en fait, on parle de gens qui se disent trans. C'est complètement différent de ce qu'on entendait au XXe siècle où on pensait le transsexualisme, c'est-à-dire des gens qui passent par le cycle hormones puis opération. Donc, quand on dit trans maintenant, c'est la plupart du temps, de manière majoritaire, des gens qui ont gardé leurs organes biologiques. Et c'est pour ça que vous pouvez avoir ces aberrations qui enchantent les télévisions et Ardisson en particulier, de homme accouchant. Si cet homme accouche, bon d'accord, il a une voix grave et une barbe, mais s'il accouche, c'est qu'il a gardé un utérus et des ovaires. Il me semblait qu'il y avait quand même une campagne de prévention contre le cancer du col de l'utérus qui avait retenu votre attention en particulier et qui avait peut-être constitué un moment de bascule pour vous. Vous étiez peut-être intéressé d'un peu plus près à cette question. Certainement, parce que là, on est sur une question définitionnelle. Donc, ça se passe comme d'habitude en Grande-Bretagne. La NHS, donc le ministère de la Santé, si vous voulez, fait une campagne sur les femmes doivent se dépister pour le cancer de l'utérus. Et il y a une levée de bouclier immédiate des activistes trans. Toutes les femmes n'ont pas de col de l'utérus, donc cette injonction est transphobe. Et ça a été entendu à telle enseigne que il y a 15 jours, Boris Johnson a parlé de cervix havers, je crois, enfin de gens qui possèdent un col de l'utérus, pour ne pas dire femme, parce que quand on dit femme, on risque d'humilier cette minorité, cette archi-minorité qui n'a pas d'utérus, mais qui se prétend femme. Bon, The Economist a fait remarquer que si on veut faire une campagne rigoureusement politiquement correcte, on va dire les cervix havers, les personnes qui ont un col de l'utérus doivent se faire dépister, et on a comme résultat que 40% des Britanniques ne savent pas ce que veut dire cervix havers. Donc, 40% des femmes britanniques. Des femmes. Donc, vous faites... d'abord, il y a les immigrés qui possèdent l'anglais moins bien que les natifs. Enfin,
vous faites une campagne de prévention de santé où, d'entrée de jeu, vous laissez pour compte 40% de la cible. C'est absurde. Et ces aberrations, donc, sont liées à la redéfinition du féminin, une redéfinition qui est illogique parce que il y a un refus du biologique. On ne peut pas définir une femme par ses chromosomes XX, c'est pas possible. La biologie, c'est le fascisme, la biologie, c'est le racisme, donc on ne peut pas. Mais alors, par quoi on le définit? On le définit par cette essence intérieure, d'une sorte de révélation que certains peuvent avoir à 3 ans. Voilà, ils se sentent filles ou femmes. Mais qu'est-ce que ça veut dire que cette révélation? Qu'est-ce que ça veut dire ce sentiment? Ce sentiment, c'est bien d'être comme les femmes réellement existantes. Donc, on pense échapper à la biologie, mais on y retourne. On y retourne, donc c'est circulaire. C'est ça que j'essayais de dire. Donc, cette pseudo-définition par l'authenticité, le sentiment intérieur, ne tient pas la route de manière purement logique. Alors, il y a un autre point dans votre livre que vous faites valoir, c'est que sur fond d'égalité, on assiste ici et là à une certaine dissolution de la différence, et en particulier de la différence des sexes. Un homme peut devenir une femme peut devenir un homme, mais peut aussi bien être homme et femme en même temps, ou alternativement l'un et l'autre, j'en passe, comme si, au fond, la différence des sexes ne tenait à rien de réel. Mais on voit cette différence, me semble-t-il, ressurgir, réapparaître, et non plus comme simple différence, mais presque comme une incompatibilité, en tout cas pour certains, entre les trans et les cis. Comme s'il y avait un déplacement qui s'opérait. Là. Ah oui, les cis sont des arriérés, les trans sont le sel de la terre et l'avenir de la révolution du genre. Donc il y a un mépris. Ils sont... ils disent qu'ils revendiquent l'égalité, ben, cette égalité ressemble à une supériorité, puisqu'ils sont ceux qu'ils sont plus l'autre sexe. Enfin, donc, une femme trans est tantôt femme, tantôt trans. Quand il s'agit de monopoliser les rôles au cinéma, alors là, lever le bouclier... les femmes n'ont pas le droit de jouer les rôles de trans. Bon, donc on voit bien que c'est une revendication immodérée, et c'est une revendication aussi, si vous regardez sociologiquement, vous voyez cette différence des sexes réapparaître parce que ce ne sont pas les mêmes tranches d'âge, ce ne sont pas les mêmes publics. Par exemple, sociologiquement, les femmes trans, c'est-à-dire les hommes qui veulent transitionner, sont de tous les milieux, c'est-à-dire que ça va vraiment des patrons de la tech aux prolos. Alors que sur les filles, c'est plutôt la bourgeoisie, la middle class, et aux États-Unis, la middle class blanche plutôt. Donc, on voit une différence sociologique, on voit une différence d'âge, c'est-à-dire que les trans garçons sont souvent des gens qui, dans la petite enfance, manifestent le désir d'être de l'autre sexe, alors que cette grande vague de filles qui veulent transitionner actuellement, c'est la préadolescence et l'adolescence. Donc c'est beaucoup plus tardif. Donc finalement, là, on revoit ressurgir aussi la différence des sexes dans la statistique. Dans la statistique. On voit au fond qu'il n'en va pas de même pour les hommes et les femmes quant à la transition. Et vous avez une partie d'hommes qui sont des transitionneurs late, des tardifs, ces transitionneurs tardifs qui, à 50, 60 ans, comme les sœurs Wachowski qui ont fait Matrix, décident de changer de sexe, et on n'a pas le même phénomène chez les femmes. Donc, sur la répartition des âges, c'est pas pareil. Vous disiez aussi, vous parliez des enfants, vous parliez des adolescents, des différences qui s'opéraient, mais du coup, nous pourrions poser la question des conséquences. Dans votre livre, un chapitre s'intitule « Le dilemme des parents trans ». Des parents de trans, pardon. Pourriez-vous, oui, vous avez raison, les parents de trans, excusez-moi. Pourriez-vous nous dire quels sont les termes de ce dilemme ? Les parents de trans sont des parents quand même d'enfants ou d'adolescents malheureux, qui ne sont pas forcément les plus populaires de leur classe, qui ne sont pas équilibrés, enfin ou qui souffrent. Les enfants qui souffrent, qu'est-ce que vous faites quand vous avez un enfant qui souffre ? Donc, ces parents ont tendance
vouloir rendre leur enfant heureux. Ils sont en face de menaces parce que les activistes trans utilisent beaucoup l'argument du suicide, et ça c'est quelque chose de mal parce que on sait que le suicide est quelque chose de contagieux et qu'il ne faut pas en parler, que c'est pas malin de mettre dans la tête des enfants qui peuvent se tuer si leurs parents sont pas d'accord avec leur choix. Alors ils sont donc devant un malheur infantile avec une propagande menaçante et qui les traite de réactionnaires et de bigots s'ils n'acceptent pas tout de suite. Ils pensent aussi, et c'est compliqué, que s'ils permettent la transition hormonale, c'est-à-dire par bloqueur de puberté, on évite à l'enfant d'avoir cette révolution hormonale qu'est la puberté, et on passe aux hormones croisées. À ce moment-là, ils passeront mieux le passing, c'est-à-dire le fait d'être réellement pris pour quelqu'un de l'autre sexe. C'est évidemment plus facile pour un garçon s'il n'a pas eu de pomme d'Adam, s'il n'a pas de barbe et si sa voix n'a pas mué. Donc, il y a l'idée, il sera un trans mieux accepté, plus acceptable si on s'y prend plus tôt. Ce qui n'est pas complètement vrai parce que, vous savez que, pardonnez-moi de rentrer dans ces détails crus, mais pour créer un vagin ou un pseudo-vagin, on est obligé d'invaginer, c'est le terme, la peau du pénis après l'avoir évidé. Or, si vous le faites à des enfants qui sont petits, il n'y a pas assez de peau pour créer une poche vaginale, ce qui fait qu'il faut plusieurs opérations et on prend un bout d'intestin pour raccommoder. Enfin, on entre dans des procédures qu'on voit à la télé puisque ça a été le cas pour Jazz Jennings, le trans le plus vu aux États-Unis, puisque ses parents avaient fait une chaîne où on voyait toutes ces tribulations. Et donc on voit qu'il y a aussi des désavantages à transitionner trop tôt. Enfin, des désavantages même. Je crois qu'il a subi 4 opérations pour réussir avec des bouts d'intestin. Bon, pardon de rentrer dans ces détails affreux. Donc ils sont à essayer de piloter au mieux cette opération, sachant qu'en fait la seule position, à mon avis éthiquement valable, c'est de reporter les choses au-delà de l'âge, que ce soit à 16 ou 18 ans, où quelqu'un peut prendre des décisions pour lui-même, je pense que c'est l'âge de la majorité, et être libre de ses choix, plutôt que de les imputer à des parents. Parce qu'on voit bien qu'ensuite, ils pourront, s'ils détransitionnent, reprocher à leurs parents de les avoir abîmés, rendus stériles, etc. Donc, je crois que éthiquement, et puis par prudence, il faut différer. Mais il y a cette question de si vous différez, eh bien les filles auront de la poitrine et les hommes auront une pilosité. Alors, il est temps de marquer une pause dans cet entretien pour retrouver l'écho de la culture et Alice Delarue. Alice Delarue, vous nous parlez aujourd'hui de Feu, de Maria Pourchet. Oui, donc c'est son 6e roman. Il a été sélectionné pour plusieurs prix littéraires à la rentrée. Et pour ma part, je l'ai trouvé remarquable. Feu s'ouvre sur une scène de rencontre entre Laure, dont la vie de mère, d'épouse et d'universitaire est bien occupée, mais qui s'avère être une femme plutôt endormie, et Clément, un homme qui a réussi dans la finance, mais qui s'est jusque-là tenu à l'abri des femmes et vit seul avec un chien. Laure perçoit dans le visage de Clément une douleur qui la réveille et la décide à le revoir. Lui hésite d'abord, puis consent. Et la construction du roman fait alterner la voix des 2 personnages et on voit se déplier les conséquences de l'histoire amoureuse qu'ils vont vivre, conséquences qui sont évidemment différentes pour chacun. On pourrait dire que Laure en vient rapidement à brûler tous ses vaisseaux, tandis que la combustion de Clément est d'abord plus discrète. Il y a aussi une référence à Flaubert. Oui, pour ceux qui l'ont lu, le livre évoque tout de suite Madame Bovary, d'autant que Maria Pourchet affirme explicitement qu'elle s'y réfère. C'est visible dans de nombreux éléments du livre, par exemple dans le fait que le mari de Laure est médecin généraliste, ou dans le destin final du personnage de Clément.
D'ailleurs, comme d'autres avant elle, Maria Pourchet a indiqué qu'elle considérait Madame Bovary comme un roman misogyne à cause du sort réservé à Emma. Et que dans Feu, elle avait cherché une autre issue pour Laure, alors qu'on peut en faire une lecture inverse. Ainsi, Jacques-Alain Miller, dans son cours, a soutenu que Flaubert avait au contraire essayé de montrer à quel point quelque chose de la sexualité féminine ne parvenait pas à trouver sa place dans le monde de l'homme, jusqu'à conduire Emma au suicide. Mais de toute façon, Feu explore moins l'élan bovariste de Laure que le désastre que son désir et sa demande d'amour vont provoquer chez Clément. Maria Pourchet a raconté qu'en interrogeant les hommes de son entourage pour préparer son livre, elle s'était rendue compte à quel point elle ne voudrait pas être un homme aujourd'hui. Et en effet, j'ai trouvé que ce roman nous apprenait quelque chose sur ce que serait le spleen des hommes à l'époque actuelle, dans laquelle, je la cite, « Toutes les définitions de la masculinité ont disparu, l'injonction à être un homme est restée, mais le paradigme a disparu. » Alors avec Lacan, on peut dire que ce paradigme, c'est celui du père, qui pouvait offrir aux hommes un certain abri au moment de s'affronter à la rencontre sexuée, mais qui ne laissait pas de place aux femmes, sauf comme épouse ou mère. Alice, permettez-moi de remarquer que le déclin du père n'est pas d'hier. Oui, ça fait un moment maintenant que l'ordre patriarcal a du plomb dans l'aile, du moins en Occident. Mais sans doute que notre époque fait apparaître de manière plus évidente que quelque chose fait retour depuis la place laissée vacante par le père. Donc ce sont ces injonctions normatives féroces qui constituent ce que Lacan a appelé l'ordre de fer du social. Et le roman dépeint avec beaucoup de justesse le personnage de Clément, qui n'arrive pas à se soumettre à l'injonction à la virilité, mais qui n'arrive pas non plus à y échapper. Et c'est là son drame. Il a choisi de ne plus essayer, de ne même pas chercher à inventer sa propre solution pour faire face à la rencontre d'une femme, mais cette position cynique le mène dans une impasse. Il n'arrive pas à tenir debout, je cite Maria Pourchet, sous le regard des hommes qui voient en lui un démenti de la race dominante, ça les énerve, ça les affole, le regard des femmes qui veulent le redresser, l'engendrer une deuxième fois, certaines de faire mieux que la couveuse initiale, sans oublier le regard de la jeunesse, sauvage et sans pitié. Et donc, le personnage de Laure est finalement plus libre face à ces injonctions normatives. Pour vivre cet amour, elle est prête à sacrifier presque tout ce qu'elle a, son mariage, ses enfants, sa carrière, mais on comprend qu'il lui restera pour autant des appuis essentiels du côté de son existence. Quelle place est faite finalement à cette jeunesse sauvage et sans pitié ? Alors la jeunesse, dans le roman, elle est représentée par le personnage de Vera. C'est la fille aînée de Laure, qu'elle a élevée seule plusieurs années. Vera est lycéenne, mais c'est aussi une militante féministe extrémiste qui devient antispéciste au cours du roman, parce qu'elle considère que les luttes convergent dans la mesure où les hommes ne voient dans les femmes qu'une ressource, un morceau de viande. Ce militantisme ne lui a pas été transmis par Laure, à qui Maria Pourchet fait dire que la guerre des sexes n'a jamais été la sienne, qu'elle avait d'autres choses à faire. Vera a forgé son néo-féminisme parmi ceux de sa génération, en portant sur la génération précédente un regard sans pitié. Alors Vera découvre rapidement la liaison de sa mère, et cela lui est insupportable. Plus elle voit sa mère s'enflammer pour un homme, plus elle enrage et se radicalise dans ses actions. Alors, dans un premier temps, on croit comprendre qu'elle lie la passion amoureuse de Laure à travers le prisme de ses théories woke. Pour elle, ça peut être que l'expression de plus d'une soumission aux diktats du patriarcat. Mais dans un second temps, et c'est un aspect du roman que j'ai trouvé très intéressant, le lecteur saisit que la haine de Vera a une autre origine qu'elle-même ignore complètement. Elle avait longtemps fait couple avec sa mère, avant que Laure ne rencontre son mari, mais elle ne s'était pas révoltée contre ce mariage bourgeois, ni contre la condition maternelle de Laure, dont elle profitait bien. C'est quand la féminité de Laure se tourne vers un homme qu'elle aime et désire que sa haine se manifeste.
Et c'est en quoi on peut considérer que le néo-féminisme de Vera est aussi misogyne que l'ordre patriarcal qu'elle dénonce, car tant que Laure est une épouse et une mère accomplie, elle n'y trouve finalement pas grand-chose à redire, alors qu'elle est scandalisée quand Laure témoigne en tant que femme d'un désir qui la porte vers un au-delà de la famille. Vera est prise dans sa lecture déconstructiviste et donc extrêmement normative des relations hommes-femmes. Et elle n'arrive pas à voir que c'est par son corps et par son désir et par la rencontre amoureuse que Laure cherche une issue. Merci Alice pour cet écho de feu. Alors, Claude Habib, si j'ai bien compris la lecture qu'Alice fait du roman, et en particulier du personnage de Vera, et de ce qui l'anime, Vera trouve dans le discours néo-féministe de quoi traiter le malaise qui s'impose à elle quand elle découvre, au fond, que sa mère est aussi désirante dans cette relation amoureuse. Et au fond, une analogie me semblait peut-être pas s'imposer, mais en tout cas se présenter, avec une des thèses qui revient d'ailleurs à plusieurs reprises dans votre livre, selon laquelle, pour un certain nombre d'adolescents, en particulier donc les jeunes, eh bien, le malaise auquel ils ont affaire n'est pas en lui-même trans, mais trouve dans le discours trans eh bien, une façon de se traiter. Et la question que je vous adresse, c'est à quoi cela tient-il, au fond, que ce discours s'impose comme une solution à un malaise, de ma foi, assez courant à l'adolescence. Vous en parlez dans votre livre. Je ne sais pas, c'est l'idéologie de notre temps, c'est le combat des minorités à remplacer la lutte du prolétariat et la dictature souhaitable du prolétariat qui était ce qui nous animait quand nous étions jeunes. Et il est évident que les malheurs, les malaises individuels vont se formuler dans ce qui est en offre, et cette idéologie woke permet de se placer. Donc je trouve que c'est naturel, mais ce qu'on voit, par exemple, dans les détransitionnistes, puisque maintenant il commence à y en avoir, il y a une minorité de la minorité, donc dans les détransitionnistes, ce qu'on voit, c'est une surreprésentation des autistes. Ça signifie donc qu'il y a eu une erreur de diagnostic et qu'on a aiguillé vers des traitements hormonaux des enfants qui étaient dans le spectre autistique et qu'on n'a pas fait attention. Donc je crois que les malheurs infantiles et juvéniles vont être quand même, là, il y a une responsabilité du corps médical. Je crois qu'il y aura un scandale médical de la prescription hormonale dans les 10 années à venir. Il faut s'y attendre. Donc, il y a une trop grande facilité médicale et il y a une demande des jeunes parce qu'ils sont dans l'idéologie de notre temps. Au-delà finalement du repérage d'une souffrance qui trouve à se nommer de cette façon-là, vous cernez dans votre livre, en tout cas vous essayez de cerner dans votre livre les raisons du succès de ce discours trans. Vous venez d'en donner une possibilité. Néanmoins, on repère ça va très loin du côté de la société, puisque c'est un phénomène qui reste minoritaire, mais qui trouve des échos à l'éducation nationale, dans l'espace public, du côté du législateur, et qui cherche quelque part à s'imposer. Oui, et ça c'est typique de cette revendication-là, ça la rend très différente de ce qui s'est passé sur le mariage gay, les revendications homosexuelles qui ont progressé dans la société en convertissant. Les gens étaient contre, peut-être 40% étaient pour il y a 20 ans, et puis on a vu les chiffres progresser. Finalement, il y avait une majorité en France comme aux États-Unis pour le mariage homosexuel. Là, c'est tout à fait différent. C'est pas une pénétration dans le social, puisque au fond, les gens dans la société ne savent pas de quoi il s'agit, ne savent pas qu'un trans peut avoir gardé ses organes génitaux, comme nous le disions au début. Pour eux, trans, c'est comme au XXe siècle. Alors, dans cette méconnaissance générale, vous avez un activisme qui est un activisme vers le sommet, un activisme vers les décideurs, vers les entreprises qui doivent signer des codes de bonne conduite et de discours corrects et non offensants. Or, elles les signent parce que ça leur coûte rien. Je veux dire que pour une entreprise, enlever les signes
homme ou femme sur les toilettes, c'est pas quelque chose c'est immédiatement rentable en termes d'image et ça coûte rien. Donc il y a cet activisme qui est un activisme par-dessus la tête des gens qui ne sont pas consultés. Parce que si vous demandez à l'ensemble de la population française qu'est-ce que c'est qu'un homme et qu'est-ce que c'est qu'une femme, je vous assure que le substrat biologique sera entièrement reconnu. Il y a un poids aussi qui pèse sur la parole, sur la possibilité de dire quelque chose. Ah oui, bien sûr. C'est dangereux de maintenir. Enfin, immédiatement, dès qu'on essaye de tracer des définitions, on est accusé de manque de compassion, pour ne pas dire de cruauté, pour ne pas dire mais vous voulez stériliser les trans, c'est ça que vous voulez, donc vous êtes comme les nazis. Enfin, on est immédiatement pris à partie de manière véhémente et aberrante dès qu'on essaye de définir les choses. Alors, il y a un autre point que vous abordez dans votre livre. Vous notez notamment à la fin que si on a souvent l'idée que les LGBTQIA+, peuvent avoir des revendications communes, eh bien, en tout cas, un certain nombre de LGB s'opposent à un certain discours militanté, notamment sur la question des transitions précoces, parce qu'ils y voient une conversion, une sorte de thérapie de conversion. Je voudrais que vous nous expliquiez ce point. Oui, LGBTQIA est un amalgame. C'est vraiment fait pour mettre ensemble des choses qui ne sont pas nécessairement ensemble. Et en tout cas, il y a une différence entre ce qui relève de l'orientation sexuelle. Si c'est une orientation sexuelle, c'est que vos désirs sont orientés par le sexe, le vôtre, le même, mais le sexe importe. Et ce qui relève de l'identité de genre, comme on dit maintenant, qui est tout à fait différent et qui peut, dans certains cas, chez les non-binaires, arriver à la négation complète de l'existence des sexes. Alors, pourquoi ça peut ressembler à une conversion, une thérapie de conversion? C'est parce que, à terme, si tous les petits garçons efféminés vous en faites des femmes trans, eh bien vous n'aurez plus d'homosexuels dans la génération suivante. Je pousse les choses à la limite, mais ça, c'est un problème dans la mesure où nous savons, par les cohortes qui ont été étudiées avant les années 2000, c'est-à-dire avant qu'on ait les hormones et le protocole hollandais qui permet de féminiser, ce qu'on voyait, c'est que les enfants souffrant de dysphorie de genre, à 70-80%, retournaient à leur genre ou à leur sexe d'origine au moment de l'adolescence. Et la plupart étaient homosexuels. Donc ces petits-enfants efféminés, très efféminés, devenaient des homosexuels cis, contents d'être qui des hommes, qui des femmes. Donc c'est la raison donc pour laquelle d'aucuns imputent à ces transitions précoces au fond le fait d'être des thérapies de conversion. C'est ce que vous expliquez. Voilà, il y aura plus d'homosexuels, ils seront convertis, ce seront des femmes parfaitement hétérosexuelles, des femmes trans hétérosexuelles à la sortie. Alors ce qu'on voit, c'est que ça existe aussi au niveau étatique et qu'un État comme l'Iran, qui est anti-homosexuel, puisque la peine de mort est prévue pour les homosexuels, et pour les transitions, parce que Khomeini a fait une fatwa autorisant les transitions et même remboursement partiel, et donc les musulmans vont se faire opérer en Iran. Donc on est pour la transition parce que ça évite l'homosexualité. Donc c'est vrai à un niveau individuel, où vous pouvez avoir une sorte d'homophobie intériorisée qui fait que vous avez envie de transitionner. C'est vrai au niveau de certains parents qui sont contents de normaliser leur enfant en le renvoyant à l'autre sexe, et c'est vrai à un niveau étatique. Alors, une dernière question. Dans votre livre, vous dites que vous-même, entre 8 et 13 ans, c'est page 65, vous étiez secrètement persuadée d'être un garçon et fort malheureuse de l'être. Et puis, vous ajoutez quelques lignes plus bas, je vous cite à nouveau, « Je ne peux songer sans effroi à l'avenir qui aurait pu être le mien si j'étais née 50 ans plus tard. » Est-ce que c'est là aussi une des raisons de ce livre, la question trans? C'est quelque chose qui m'est revenu en écrivant. J'y avais pas du tout
tout pensé au départ parce que les pensées que j'avais à 8 ans sont assez distantes. J'y repense pas tous les jours, mais ça m'est revenu et je me suis dit mais ça serait effarant si jamais j'étais tombée dans les mains de ces médecins affirmatifs qui font de l'affirmation de genre. Si j'avais été déprimée au point de me plaindre et de tomber sur quelqu'un comme ça, j'étais dans le toboggan, il n'y a pas de doute. Donc oui, en effet, je suis très contente d'avoir vécu au XXe siècle, je suis très XXe siècle, et d'avoir échappé à ce noir destin. Nous aussi, on est très contents. Cher Claude Habib, merci beaucoup pour avoir passé ce moment avec nous à Studio Lacan autour de la question trans. L'heure est à présent à l'actualité de la psychanalyse. Donc Christiane Alberti va nous présenter l'un des enjeux majeurs en nous introduisant au thème des 51e journées de l'école de la cause freudienne qui se tiendront le 20 et 21 novembre prochain, la norme mâle. Christiane Alberti, très heureux de vous accueillir. Je vous passe la parole. Les 51e journées de l'école de la cause freudienne se tiendront donc sous le titre « La norme mâle ». Donc c'est la question du normal qu'elles ont mis à l'étude. Et vous l'entendez avec leur titre qui joue sur l'équivoque « norme mâle », qui est un jeu de mots qui a été proposé par Lacan. Elles entendent en effet se situer au cœur de l'actualité des normes qui régissent les identités sexuelles, y compris la vie amoureuse et sexuelle. Les normes ont tellement évolué en la matière qu'on a parfois le sentiment d'un chamboulement complet, voire d'une désorientation sociale, et dans le même temps qu'une seule norme tient le haut du pavé, le principe d'égalité qui a supplanté, disons, le monde hiérarchisé, organisé du patriarcat. Cette évolution est tellement puissante que le binaire homme-femme est en passe de devenir obsolète, celui qui organisait toutes les sociétés, et chaque jour, au fond, une nouvelle fragmentation donne naissance à un nouveau genre. Mais on peut mesurer aussi que dans le même temps, à l'heure où on peut dire que le monde se féminise, on assiste au retour d'une réflexion sur le masculin. On dit aujourd'hui les masculinités. Le prestige du viril ayant disparu depuis belle lurette, comme l'ont très bien montré les historiens, le masculin fait son retour sur le mode, je dirais, d'une morale du masculin, à savoir qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui à l'heure du post-MeToo. Qu'est-ce qu'être un homme sans la domination, sans que le masculin soit hégémonique. Et au fond, de peur d'être le pur produit d'un monde hétéronormé, la tendance est d'osciller entre des standards figés, entre masculinité déconstruite ou masculinité gay et trans comme seule alternative à la masculinité cis-hétéronormée. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'on est en train de vivre la fin des normes ? On assiste plutôt, je dirais, à une montée en puissance des normes. Et ça tient à un mouvement profond de civilisation, puisque la loi symbolique s'est trouvée affaiblie dans un monde où le standard chiffré étend son empire. Et au fond, c'est la pluralité des normes, la diversité, qui a pris le pas sur le régime de l'universel, qui lui se fondait sur l'exception. Mais la conséquence remarquable de ce passage, au fond d'une société de la loi à une société des normes, comme Michel Foucault l'avait très bien décrit, est que des normes se recomposent de façon plus figée, et sur le modèle du standard chiffré, elles se présentent à tous de façon anonyme, comme des figures imposées, en laissant au fond peu de place à la marge de l'interprétation. Donc je dirais c'est plutôt la norme à la place de l'interprétation. Et au fond, l'injonction à désirer comme ceci ou comme cela, qui tend à vouloir dominer, à vouloir régenter les cœurs,
surgit là où, au fond, pour un sujet, pourrait surgir la question de l'orientation sexuelle. Et alors, dans un tel contexte, que peut-on apprendre de la psychanalyse ? Eh bien, d'abord que la psychanalyse, dans son offre, tienne compte du fait que le monde change radicalement. Et si d'aucuns ont été tentés par un certain passéisme ou une certaine, disons, nostalgie réactionnaire, l'orientation lacanienne se meut avec les mouvements de civilisation. Et si elle n'épouse pas l'air du temps, si elle n'obéit pas aux standards, elle garde ses principes. Et au fond, ce que la pratique de la psychanalyse la plus quotidienne montre, c'est que ce qui amène un sujet à s'adresser à un psychanalyste, c'est justement d'éprouver que ce qu'il a de plus intime, comme les fantasmes, les rêves, ces petites cachotteries, comme disait Lacan, ne s'accorde pas nécessairement aux normes actuelles, qu'elles soient traditionnelles ou féministes, ou comme disent les collégiens, stylées bi. Donc, qu'ils se sentent embrigadés dans les normes, ou au contraire qu'il éprouve qu'il n'y a pas assez de normes et qu'ils se sentent déboussolés. Et donc, de ce point de vue, l'inconscient met en question les normes. L'inconscient pense anormal. Il y a un écart, au fond, radical entre les normes et, je dirais, ce qui fait notre être le plus singulier, qui tient plutôt à une expérience de jouissance qui se répète indéfiniment depuis qu'on l'a rencontré une première fois d'une façon peu ou prou traumatique. C'est très précieux ce que vous nous dites. Ça signifie que le psychanalyste ne parle jamais au nom des normes. Oui, ça n'est pas un directeur de conscience, il ne se règle pas sur ses propres préjugés, et en tout cas, ça n'est pas au regard de la conformité aux normes ou au regard de l'adaptation qu'il juge des progrès d'une cure. Et la psychanalyse, en ce sens, a beaucoup contribué, au fond, à faire voler en éclats les normes traditionnelles, et Lacan lui-même a relativisé le nom du père comme pivot de l'Oedipe, en faisant valoir qu'il n'y a pas lieu d'y croire dur comme fer. L'Oedipe est une forme sociale parmi d'autres, mais il y en a d'autres. Et il y a diagnostiqué il y a fort longtemps la fin du privilège du père et avec lui le déclin du viril pour en dégager la fonction. Et alors, du coup, quid de la norme mâle ? Alors, c'est sans doute un enjeu majeur, je dirais, de ces journées. C'est un enjeu à la fois clinique et politique, puisque de nos jours, le mode de jouir est devenu une affaire politique. C'est un point essentiel, c'est-à-dire que certes, le nom du père a subi un déclin avéré, les grands idéaux ont disparu, les grands récits ont disparu, mais une psychanalyse est faite précisément pour s'intéresser à ce qui vient à la place, à ce qui met en ordre, à ce qui permet de mener sa vie d'une façon un peu moins égarée, avec une boussole. Alors, ça n'est pas le père avec un grand P, ça n'est pas la loi avec un grand L, mais c'est un instrument utile, et c'est à l'occasion ce qui a permis à un sujet de s'y retrouver avec le désir, avec le réel aussi bien. Et donc, comme personne ne peut dire de façon absolue ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, il nous reste à l'interpréter à partir de l'image du corps, à partir des discours. Et en effet, quelque chose du désir se normalise à partir de la manière particulière dont chacun a interprété le rapport entre les parents. Alors, les parents entendus au sens de partenaires amoureux, et dans tous les cas, porteurs des coordonnées symboliques qui ont façonné un sujet. Cela donne pour chacun la mesure des valeurs, des comportements, de ce après quoi on court et qu'on appelle le phallus. D'où l'expression norme mâle ou mâle, on l'entend, ne s'oppose pas ici à femelle ou à féminin, mais concerne les hommes comme les femmes. Alors, ce qu'on attend d'une psychanalyse, eh bien, précisément, c'est un gain de savoir sur la norme mâle qu'on a souvent interprété de travers, qui nous a aveuglés, qui nous a emprisonnés nous-mêmes, et on espère ainsi trouver un point d'équilibre
sans viser la conformité aux normes sociales, pas même à celles qu'on s'est imposées. Et on espère, au fond, trouver un point d'accord avec nous-mêmes, avec, je dirais, son être véritable dans le rapport au monde et dans le rapport aux autres. C'est-à-dire pas tout seul, pas sans la loi. Et c'est peut-être la chance d'une vie, en tout cas l'occasion d'une échappée belle. Je trouve qu'il y a beaucoup d'écho avec ce que nous a dit Claude Habib. Absolument. Et je vous remercie beaucoup, Christiane Alberti. Cela donne très envie de découvrir les journées de l'école de la cause freudienne qui ne manqueront pas de nous éclairer sur les phénomènes et les discours qui traversent actuellement nos sociétés. Merci beaucoup. Merci à vous. La première émission de Studio Lacan s'achève déjà. La semaine prochaine, Studio Lacan et Lacan Web TV seront aux journées de l'école de la cause freudienne sur la norme mâle, mais notre émission vous donne d'ores et déjà rendez-vous le samedi suivant, même jour, même heure, en compagnie de Gilles Carroz et Déborah Guterman-Jacquet, qui recevront Marie Desplechin et Marie-Monique Robin autour du climat, de l'humanité et de la vie. Philippe Elbois se fera l'écho de la culture et Caroline Leduc nous parlera de l'actualité de la psychanalyse en compagnie d'Éric Porges. À très bientôt.